Je me présente brièvement, puis après je vous laisserai dire un petit mot. Donc, je m'appelle Quentin Lafay, je suis conseiller en charge des sujets d'éducation, de jeunesse et de prospective. Oui. Et du coup, j'imagine qu'on est là pour parler d'handicap et d'éducation. Nous on est venus, en fait, si on a demandé à vous rencontrer, c'est au vu de la situation actuelle, qui est très tendue, qui est bloquée, pour tout vous dire. On sort du ministère de la Santé. Juste me dire, parce que je connais pas du tout votre organisme. Voilà, donc moi je suis le président du collectif Citoyens Handicap, on est une association présente dans toute la France et en Outre-mer. Voilà, et Estelle est la personne qui s'occupe de la scolarisation chez nous. D'accord. Voilà, qui gère toutes ces problématiques. Vous êtes enseignante Pas du tout, juste passionnée par les études. Moi je suis maman d'un jeune adolescent autiste. Ouais. Voilà. Donc moi c'est le combat que je mène depuis une dizaine d'années. Et j'ai beaucoup de familles qui me contactent parce que je suis en train de monter sur une grue il y a 3 ans pour éviter que mon fils soit déscolarisé. Et voilà, du coup j'ai beaucoup de familles qui font appel à moi. Et moi je suis papa de 2 petits garçons autistes qui ont 9 ans. Voilà, et ma femme a passé 10 heures sur une grue le 1er février pour que mes enfants puissent aller à l'école. Voilà, c'est un peu la dernière solution qu'ont actuellement les familles pour se faire entendre malheureusement, et c'est la raison pour laquelle on a demandé à vous rencontrer, parce que la situation sur le terrain est catastrophique à l'heure actuelle. On a recensé à ce jour 4500 enfants qui attendent leur auxiliaire de vie scolaire. J'ai contacté plusieurs rectorats, inspections académiques, qui m'ont tous répondu qu'elles n'avaient plus du tout le moyen. Donc je voulais répercuter ça, première chose. On l'a répercuté au ministère de la Santé qui nous a expliqué que les moyens avaient été donnés. Alors il y a un souci, parce que moi les rectorats me disent le contraire. Je ne pense pas que ces gens soient de mauvaise foi, nous on travaille avec eux depuis un moment et on n'a jamais eu de souci particulier. Voilà, et je ne pense pas que ce soit non plus leur intérêt de ne pas procéder à des recrutements. Nous, on a beaucoup de familles qui nous sont sollicitées. On a des mamans qui envisagent de monter sur des grues la semaine prochaine. Nous, notre but en tant qu'association est déjà de les dissuader. Seulement, le souci, c'est qu'on n'a aucune réponse à leur apporter. On a actuellement Madame Cluzel qui fait le tour des plateaux télé en répétant gentiment que donc le jour de la rentrée, elle a expliqué que le problème allait être réglé sous 48 heures, puis c'est passé à 1 semaine, et là c'est le silence complet. Depuis lundi, la cellule handicap école n'est plus active. On ne répond plus, on n'a plus personne. Elle envoie des mails aux parents leur expliquant qu'il n'y a plus de moyens sur le terrain. Donc, par rapport au chômage, que j'ai tout à fait. Ouais. Je ne sais pas trop le. Oui, non, mais c'est. Cellule handicap école, c'est. Oui, c'est cellule handicap école qui gère les problèmes de scolarisation au niveau des enfants handicapés. D'accord. Donc, c'est un numéro du ministère qui a été mis en place. Okay. Voilà. Donc voilà. Donc nous on est dans l'impasse totalement. On a aussi des recrutements actuellement. On parle de 50 000 contrats aidés. C'est pas satisfaisant parce que le niveau des auxiliaires de vie scolaire est très très bas. Voilà, je ne vous cache pas que recruter un fleuriste pour s'occuper d'un enfant handicapé à l'école, c'est totalement insensé. Voilà, donc il semblerait que le problème soit en cours d'étude, comme on nous explique au ministère de la Santé, donc en octobre, que d'ici octobre rien ne se passerait. Donc nous on s'interroge de ce que vont devenir ces milliers d'enfants. Là les écoles les accueillent, je ne vais pas vous cacher, les écoles les accueillent, elles ont beaucoup de mal. Ça crée des désordres phénoménaux dans les écoles, ce qui est compréhensible, parce que c'est pas non plus un enseignant qui a 25 élèves, ou même 12, dans certaines classes. Gérer un petit garçon avec des troubles du comportement, qu'on doit s'occuper d'autres enfants, c'est juste pas possible. Il y a des problèmes de sécurité qui apparaissent parce que la suppression des contrats aidés a eu un peu un effet domino, il y a beaucoup moins de surveillance. Donc avoir des enfants imprévisibles dans les écoles relève d'un caractère dangereux. Les enfants peuvent avoir tendance à fuguer. Donc voilà, nous on est venu donc réclamer, je vous dis la même chose que j'ai dit au ministère de la Santé, le recrutement d'éducateurs spécialisés pour suivre nos enfants dans les écoles. Voilà, parce que eux ont un niveau d'études supérieur, ils ont les formations pour suivre nos enfants, et on voudrait tout simplement, parce que là on parle de faire des formations pour les AVS,
il faudra 2 ou 3 ans avant de former correctement ces gens. Les gens qui n'ont pas le niveau scolaire ne l'auront pas, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est la solution idéale et on est venu tout simplement demander ce genre de choses pour les parents et un déblocage très rapide de la situation parce que là, concrètement, on ne propose rien. La politique du ministère est de dire que tout va bien. Vous avez pu le constater dans la presse, les parents sont furieux. Sur les réseaux sociaux, les parents sont furieux. Ça a tendance à dégénérer. On a des mamans aussi qui envisagent de commettre le pire parce que se retrouver à la maison pendant 2 semaines parce que toutes les écoles n'acceptent pas les enfants, il ne faut pas se leurrer. C'est très difficile. Ces familles n'ont pas vraiment d'espoir. Le souci, c'est que ces enfants prennent un retard au niveau scolaire important. C'est des enfants qui ont déjà des difficultés et on leur ajoute des difficultés sur des difficultés. Ces enfants qui risquent de se retrouver en structure là où ils n'avaient pas leur place à l'origine. Et ça risque de coûter encore plus cher à l'État français parce qu'une structure, c'est entre 6 000 et 15 000 euros. Donc voilà. Voilà un peu la problématique concernant la scolarisation actuelle. Les 4500 enfants qui attendent un AVS et que vous avez recensés, le ministère est d'accord avec ces chiffres? Le ministère de la Santé a repris nos chiffres. Il n'y a pas de chiffres d'ailleurs. Il n'y a pas de chiffres du gouvernement. D'ailleurs, les journalistes ont appelé vos ministères pour essayer d'en avoir. Et Madame Cluzel, d'ailleurs elle-même, à la télé, à Heure de Grande Écoute sur BFM, a expliqué que vous n'aviez aucun chiffre. Maintenant, ce que je peux comprendre au vu du système informatique en place dans les MDPH qui est inexistant, ça je peux le comprendre tout à fait. Voilà, nous on s'est contenté d'appeler. Voilà. Maintenant, Monsieur Blanquet, hier, a repris le chiffre que j'ai donné au Figaro. Donc l'éducation nationale reconnaît actuellement qu'il y aurait 3000 enfants sans solution. Voilà, au jour de la rentrée, lui il a repris mon chiffre mais il l'a mis au jour de la rentrée, donc on utilise un peu les chiffres qui sortent un peu n'importe comment, ce qui montre qu'il n'y a pas de chiffre officiel. Après moi, voilà, donc là moi j'en suis déjà à 4500. La rentrée... Donc du coup vous avez appelé les rectorats? Non, c'est 4500, ce ne sont pas les rectorats qui nous les ont donnés. Les rectorats sont incapables aussi d'avoir des chiffres à l'heure actuelle. Ce sont des gens qui nous ont contactés dans tous nos réseaux. Donc il y a 4500 familles qui nous ont contactés? Tout à fait. Et là sur 2 semaines. Donc nous... Il y a certains rectorats qui ont confirmé. Il y a des rectorats qui confirment. D'ailleurs là les rectorats ont décidé de s'exprimer dans la presse et de faire part de leur malaise. Parce qu'ils sont un peu pris entre 2 feux. Je ne vous cache pas que les parents sont furieux, donc ça s'appelle les rectorats. Les rectorats se retrouvent un peu... voilà, les cibles de ces parents. Ce qui n'est pas normal non plus. Parce que moi j'estime que c'est pas normal. Et voilà quoi, donc nous on attend, moi j'attends de pouvoir donner une réponse à ses parents, tout simplement pour ne pas être obligé de les aider à monter sur des grues la semaine prochaine. Voilà. Je comprends. Voilà, maintenant si on ne nous laisse pas le choix, je vous le cache pas, mais je vous le dis honnêtement parce que moi j'aime dire les choses honnêtement, si on ne nous laisse pas le choix, moi j'ai 20 familles qui ont postulé pour monter sur des grues. Donc à la fin de la semaine prochaine, s'il n'y a pas de choses concrètes qui sortent, je ferai monter ces 20 familles sur les grues le même jour, de façon simultanée, dans toute la France. Et on vous mettra devant le fait accompli. Et là, chacun s'expliquera de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, parce que voilà, il arrive un moment, on a des éducateurs spécialisés au chômage, beaucoup, qui ne demandent que ça, de travailler. Il y en a certains qui travaillent dans les centres de loisirs actuellement, parce qu'ils ne trouvent pas de boulot ailleurs. On en est là. Donc je pense que le but aussi de M. Macron, j'imagine, est aussi de baisser le chômage, de remettre les choses correctement. Donc voilà, c'est une façon de régler le problème de façon définitive, recruter ces gens, leur donner un salaire correct, leur donner un statut correct, les intégrer dans l'éducation nationale, et tous les ans on ne sera pas obligé de se retrouver face à ces situations qui sont juste inacceptables. Voilà, tout simplement. D'accord. Je comprends bien l'enjeu. Je comprends bien que c'est assez grave. Du coup, je vais voir avec le ministère comment faire réagir au plus vite. Nous, ce qu'on nous avait dit quand on avait préparé la rentrée, c'est qu'il y aurait de toute façon besoin de quelques semaines, voire de quelques mois pour permettre le recrutement d'AVS au bon endroit, etc. Et qu'il y aurait forcément quelques ajustements nécessaires. Parce qu'en fait, les 4500 enfants handicapés dont vous parlez,
je parle proportionnellement, c'est évidemment humainement très très grave, mais c'est proportionnellement très très peu par rapport au nombre total d'enfants handicapés. Aujourd'hui, il y a environ, sous votre contrôle, il y a plus de 160 000 enfants qui ont besoin d'un AVS. Et 80 000 AVS, donc il y a un souci, on passe de, si 80 000 AVS arrive à suivre 160 000 enfants, il y a un problème déjà, parce qu'on passe du simple au double. Il faut savoir que là actuellement, la politique des rectorats, pour se sortir de cette situation, et ils le disent ouvertement parce qu'ils n'ont pas le choix, est de diviser le temps de scolarisation des enfants. Un enfant handicapé, moi j'ai mes 2 enfants, pour vous donner un exemple concret, qui sont actuellement en CE1, ils vont à l'école actuellement que 3 matinées par semaine. Parce qu'il n'y a pas les moyens sur le terrain pour les mettre plus. Seulement, mes enfants ont déjà des difficultés du fait de... Vos 2 enfants sont en situation de handicap? Oui, les 2, c'est des jumeaux. Ils sont autistes, tous les 2. Donc là, le souci, c'est qu'ils vont 3 matinées par semaine à l'école et ils sont censés acquérir le programme des enfants qui vont à l'école pendant un temps de scolarisation normal. Donc, il arrive un moment où mes enfants vont décrocher et vont se retrouver en difficulté et on va tenter de les réorienter vers une structure. Alors que c'est des enfants qui, là, mes enfants commencent à lire, à écrire, à compter, ils ont un comportement très très bon en classe, l'école en est très contente et l'école a demandé l'augmentation du temps de scolarisation, mais on ne peut pas lui fournir le personnel. Donc pourtant il y a le CESAD qui fait un très grand travail aussi, qui envoie aussi des professionnels aider l'école, mais voilà, on est dans une situation où oui, 80 000 AVS, on parle déjà de 50 000 AVS en contrat aidé qui ne sont pas formés, qui ne sont pas compétentes. Moi je le dis, je le redis, c'est des gens qui ont été au chômage longue durée, qui n'ont aucune compétence concernant le handicap. On ne gère pas un enfant handicapé comme on est vendeuse au McDo par exemple, et c'est pas pour être méprisant avec ces gens, bien au contraire, parce que c'est des gens souvent qui, l'AVS de mon fils Samy l'année dernière a fini l'année en dépression, parce qu'elle n'était pas capable de faire son travail. Voilà, parce qu'elle a pris ce poste, on lui a dit ce serait facile, on ne l'a pas formée, on l'a jetée là, et elle s'est retrouvée face à un petit garçon autiste qu'elle ne savait pas gérer parce qu'elle n'a pas été formée. Donc la problématique, elle est là. Les AESH, du coup, ils sont mieux formés, c'est plus... Ça vous... Non, elles ne sont pas mieux formées du tout. Mais le souci, il est là. Là, on parle de mettre en place des formations pour ces gens. Mais pourquoi former des gens qui n'ont... alors qu'on a déjà des gens formés? C'est aussi bête que ça. Nous, la question moi, là, que je me pose, c'est qu'on est dans une situation d'extrême urgence. Recruter des auxiliaires de vie scolaire en contrat aidé. Ici, par exemple, sur Paris, pour vous donner un exemple concret, il manque une AVS sur 2. Ce qui est logique. On est à Paris, le niveau de vie à Paris est quand même assez élevé. Donc, effectivement, en contrat aidé, on ne vit pas. Donc, vous manquez de candidats, ce qui est logique. En même temps, c'est des candidats qui sont éligibles au contrat aidé pendant 2 ans et après qui se retrouvent souvent au chômage parce qu'on ne leur propose pas d'autres contrats ensuite. Donc déjà c'est une perte d'expérience sèche, ni plus ni moins. Donc voilà, pour nous, moi ce que je demande au gouvernement, pour être clair, c'est que le gouvernement commence à recruter des éducateurs spécialisés, des gens formés pour s'occuper de ces enfants, qu'on commence à faire les choses correctement, pérenniser ça de cette manière-là, parce que là, Madame Magnan, qui nous a reçus ce matin, nous parle du... C'est qui, pardon? Madame Magnan, donc la chef de cabinet, chef de cabinet, voilà, de Madame Cluzel, nous expliquait qu'on allait se réunir en octobre pour définir des moyens de formation. Mais il y a un diplôme qui a été créé, il a mis 1 an à être créé. La première promotion va sortir en octobre, et ce diplôme est déjà obsolète. Voilà, et c'est Madame Cluzel elle-même qui le dit. Donc, on n'a pas le temps de former les gens. Ces enfants n'ont pas le temps. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que tous ces enfants vont devenir pendant ce temps-là? Donc, voilà, moi, nous qui sommes sur le terrain, moi j'estime que la meilleure des solutions, c'est les éducateurs spécialisés. Maintenant, les mairies recrutent des éducateurs spécialisés pour accompagner les enfants au centre de loisirs. Mes enfants sont accompagnés au centre de loisirs avec des éducateurs spécialisés financés par la mairie. Et ça ne pose aucun problème. Et c'est des gens qui, parce que Madame Cluzel parle de faire passer les auxiliaires de vie scolaire en 35 heures, mais la majorité des auxiliaires de vie scolaire ne veulent même pas passer en 35 heures. Donc on se retrouve dans une double problématique, et une auxiliaire de vie scolaire qui est formée pour l'école ne pourra pas agir au centre de loisirs. Voilà, maintenant on recrute des gens âgés de plus de 50 ans, des gens en situation de handicap,
Moi, quand j'ai des auxiliaires de vie scolaire qui m'appellent au téléphone, qui me disent « Monsieur Duval, on m'a confié un petit garçon au fauteuil, j'ai des graves problèmes de dos », il y a un souci. J'ai des AVS qui parlent à peine français. C'est aussi un souci. On les recrute au niveau CAP. Donc effectivement, quand on dit il y a 22 500 enfants en situation de handicap qui font des études supérieures en France actuellement, mais c'est pas étonnant. Voilà, donc je pense qu'il est temps de remettre l'égalité dans tout ça, de se dire que dans ce cas-là, si nos enfants ne méritent que des gens qui sont recrutés en CAP sans aucune formation, alors recrutons des enseignants au niveau CAP pour tout le monde, comme ça on sera tous sur le même principe d'égalité. Voilà, il n'y a pas de logique. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de logique. Pour moi, la logique n'est pas là. Nous, les familles, on se sent vraiment abandonnés. Je ne vous le cache pas, on se sent abandonnés. Moi, mes enfants, ont fait leur plus longue scolarisation. On va atteindre les 8 mois. Voilà, c'est la plus longue scolarisation de leur vie. Ils ont 9 ans quand même. Ils ont fait 6 écoles. Ils ont eu 15 AVS différentes. J'ai eu droit à des AVS de toutes sortes. Là, j'ai des AVS très bien formés parce que l'effet grue a fonctionné. Bien évidemment, c'est des gens qui sont en CDI, qui sont AVS depuis longtemps. Mais voilà, quoi. Je veux dire, moi, j'ai ce qu'il me faut personnellement. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces enfants? Et ces enfants vont devenir adultes, ne pas être autonomes, ne pas savoir lire ni écrire. Ils vont devenir dépendants de la société, ça va nous coûter entre 6 000 et 15 000 euros mensuels. Voilà, c'est un investissement. Voilà, c'est nous ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est que investissons. En Italie, ils l'ont fait, nos voisins italiens l'ont fait, ça fonctionne à merveille. Ils obtiennent de bons résultats. Eux, ils ont placé la barre encore plus haut, ils ont recruté des enseignants spécialisés en Italie, qui suivent les enfants tout le long de leur scolarité. L'avantage de l'enseignant spécialisé, c'est que parfois l'enfant qui est en situation de handicap n'a pas forcément besoin de l'enseignant spécialisé tout le temps, donc ça permet à l'enseignant spécialisé aussi d'apporter de l'aide aux autres enfants dans la classe. Voilà. Voilà. Après, nous on sait qu'en France les enseignants spécialisés sont pas forcément assez nombreux, donc voilà, je pense que les éducateurs spécialisés sont une très bonne solution. Voilà, maintenant nous on a lu le rapport du Conseil de l'Europe, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est sorti le 12 septembre. La France y est pointée du doigt. Voilà, ségrégation, j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, moi je ne comprends pas, on est dans le pays des droits de l'homme. Et je vois que toute une partie de la population n'a pas accès à l'éducation. On parle de beaucoup de monde. Les familles ne savent plus comment faire. Voilà, et les enfants, soit on les jette dans des structures là où ils n'ont pas leur place, des structures qui coûtent très cher, ou on les laisse sans solution à la maison. Donc il arrive un moment, si les structures sont engorgées, ce n'est pas parce que le nombre de personnes handicapées augmente, c'est juste parce que ces enfants qui sont capables d'aller à l'école, 9 enfants handicapés sur 10 sont capables de suivre une scolarité. C'est des chiffres européens, donc il n'y a pas de... donc 9 enfants sur 10, là on en est à 2 sur 10 en France qui vont à l'école. Ça c'est aussi des chiffres officiels. Donc il y a un souci, voilà, il est temps de revoir les choses parce que là mes enfants vont grandir et ils vont se retrouver en structure. Moi je ne suis pas immortel, comme personne d'ailleurs. Mes enfants me survivront et c'est aussi une joie pour moi, seulement me survivre dans ces conditions. Voilà, voilà, pousser les enfants à l'autonomie permet qu'ils soient autonomes à l'âge adulte et ne soient pas un poids pour la société. C'est des gens qui peuvent travailler dans la Silicon Valley. On recrute par exemple beaucoup d'autistes. On ne le fait pas en France parce que 20% des enfants autistes vont à l'école seulement ici. Voilà, donc les écoles sont demandeuses. Les écoles sont très favorables à l'intégration de ces enfants. Moi, j'ai l'école qui accueille mes enfants qui est très très contente. Ça a beaucoup d'impact aussi sur les autres enfants, notamment au niveau de la tolérance, ce qui est une bonne chose. C'est aussi des enfants qui, quand ils grandiront, auront grandir avec des enfants handicapés qui n'auront pas peur du handicap parce que la plus grande réticence, c'est la peur, comme un peu tout le monde, l'inconnu. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on est venu demander, c'est le message qu'on est venu faire passer. Là, les familles sont vraiment à bout. Voilà, moi je suis littéralement débordé. Moi je suis pas une association avec des gros moyens non plus. Nous on est tous bénévoles. Voilà, moi je suis venu en train avec mon budget personnel pour tout vous dire. Pareil pour Estelle. Voilà, et nous on est venu porter le message, dire que la colère monte, que là il y a des actions qui vont se préparer, qu'on va enclencher. Donc on est venu
faire le bilan et voir si effectivement on peut nous proposer une solution acceptable pour éviter que la semaine prochaine vous vous retrouvez débordé par les médias qui vont vous demander une explication pourquoi on a 20 mamans dans toute la France en haut de grue, parce que j'ai aussi des mamans qui sont sans solution, j'ai des adultes handicapés qui vivent dans la précarité, qui ne sont pas du tout satisfaits de ce qui a été annoncé hier, je vous le dis aussi, qui vont aussi rentrer dans le mouvement. Voilà, il faut vraiment à partir d'un moment régler les choses, parce que vous êtes confronté à 12 millions de personnes. Voilà, on parle quand même de 12 millions de personnes, c'est la population des personnes handicapées en France. Ça peut faire basculer les choses dans un sens ou dans un autre, et je pense qu'il arrive à un moment, on ne peut pas ignorer 12% de la population. Voilà, je sais qu'il y a des problèmes de budget en France. Maintenant, le budget du handicap est un très très gros budget qui se chiffre en milliards. Il suffit tout simplement d'éviter tous ces gaspillages. Je vous en donne un très simple, ce qui va vous faire très vite comprendre. Mes enfants ont passé 1 an et demi dans un hôpital de jour à Villeneuve d'Ascq qui s'appelle l'Opéra Bleu. Ça coûte 160 000 € l'année par enfant. C'est une mini-maternelle avec 20 enfants autistes dedans. Vous voyez, c'est une structure inutile qui va à l'encontre de l'autisme, parce que le principal problème de l'autisme, c'est la sociabilisation. Donc mettre des autistes ensemble, ça ne sert strictement à rien. Ça coûte 160 000 €. À cela s'ajoutent les transports pour les ramener, 120 € par trajet. Moi j'avais 2 petits garçons, comme moi j'ai 2 petits garçons, on m'envoyait 2 ambulances parce que la loi interdit de les mettre tous les 2 dans la même ambulance. Donc ça coûtait 240 € à chaque fois qu'ils y allaient là-bas. Il y a 5 km. Voilà, donc je pense qu'il arrive à un moment, va falloir arrêter de donner la priorité aux structures, réorganiser. Ceux qui en ont besoin, effectivement, ça leur permettrait d'avoir des structures de qualité. C'est une question d'organisation de budget, tout simplement. Je pense que le budget est suffisant. Nous, on ne demande pas des augmentations de budget, on demande à ce que le budget soit réutilisé de façon concrète. Voilà, tout simplement. Vous voulez ajouter quelque chose ? Je pense que tu as tout dit. On pourra en parler pendant des heures, j'ai envie de dire, mais voilà, s'il faut être concis, c'est ça, quoi. Moi, je suis comme Jean-Luc, j'ai des milliers de familles. Moi, je passe mes journées à répondre aux familles qui sont complètement à bout, désespérées. Il y a un moment donné où, c'est ce que je disais à Jean-Luc tout à l'heure, c'est que vous mettez tellement de temps à résoudre les problèmes, vous passez tellement de temps à mettre des procédures en place, à faire des réunions, etc., que en gros le quinquennat il passe, vous voyez, et puis on repart pour 5 ans. Et puis là tout le monde ressort, réfléchit de nouveau, ressort des idées, refont des réunions, etc. Et puis c'est repassé 5 ans. Voilà. Et voilà, moi ça fait déjà 10 ans que je suis là-dedans. Mon fils a été diagnostiqué à 2 ans. Et donc ça fait déjà 10 ans que ça dure, vous voyez, et c'est plus possible. En fait, il y a un moment donné où il va falloir que vous compreniez qu'il nous faut des réponses concrètes. Parce que moi, quand je sors d'un rendez-vous, comme tout à l'heure au ministère, je suis juste dépitée, ce n'est que du blabla. Pour moi, c'est du blabla, c'est du vent, ça ne sert à rien. Voilà. Quand d'un côté, on nous dit on n'a pas les chiffres, ou d'un côté, mais non, là, vous n'avez pas les bons chiffres, les vrais chiffres, c'est ça. Et puis après, on vous explique qu'ils n'ont aucun chiffre des MDPH, parce que c'est un vrai bordel, excusez-moi du terme, mais voilà, et que ça va mettre au moins 2 ans pour informatiser tout le monde et pour avoir enfin les informations et les vrais chiffres. Vous parliez tout à l'heure des 4500 enfants qui ne sont pas scolarisés, que c'était peu par rapport au nombre d'enfants dans sa globalité. Je suis désolée. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que en fait, ce qui est triste. Je reviens là-dessus, j'ai pas dit que c'était peu, c'est le chiffre est énorme et c'est dramatique. Oui. Mais je me demandais simplement si c'était des questions d'ajustement, parce que pour des problèmes de recrutement, parce que les gens n'avaient pas trouvé leurs AVS, ou si c'était en soi, si ça se résolverait pas. Mais c'est 4500, c'est énorme. Oui, mais ce qui c'est déjà énorme, énorme. Même ce serait déjà trop, on est d'accord. Mais ce qui est affligeant dans l'histoire, c'est que il y a des milliers de familles, parce que moi j'entends tous les jours, il y a des milliers de familles dont les notifications MDPH ne sont pas respectées. Je veux dire, si l'équipe éducative, les parents, les professionnels, tout le monde a décidé que l'enfant devait être scolarisé 20 heures par semaine, mais que l'AVS n'est présente que 5 heures par semaine. Vous voyez, mais des cas comme ça, vous en avez. Mais là, on explose le chiffre des 4500. Mais le souci, c'est que vous n'avez pas ces données-là. Vous ne les avez pas, parce que vous n'avez
que remonter terrain. C'est nous, vous vous rendez compte, c'est nous parents, qui avons presque plus d'informations que vous. C'est pas nous qui sommes. Là, il y a des réunions qui vont être organisées pour cette histoire d'AVS. On n'y est pas conviés. Vous voyez, on n'y est pas conviés. On fait venir des gens de l'UNAPI, des associations gestionnaires qui font des structures. Voilà, et on n'y est pas conviés, nous. Il n'y a pas de vrais représentants de parents sur le terrain. Le président de l'UNAPI, la plus grosse association, c'est M. Luc Gâteau. M. Luc Gâteau, essayez de lui envoyer un courrier. Oui, il vous répondra, bien sûr, parce qu'il y a l'entête de l'Élysée. Mais pour un parent, c'est totalement impossible. Vous savez, quand les parents appellent ces associations, elles ne leur répondent pas ou elles leur prennent de l'argent. Moi, chez nous, au collectif, tout est gratuit. Il n'y a pas d'adhésion. Moi, une famille m'appelle, je ne lui dis pas tu vas adhérer. Non, j'essaye de résoudre son problème. Je prends mon téléphone, j'appelle les rectorats, je les informe de la situation, on essaye de trouver des solutions ensemble parce qu'on n'est pas non plus, on est des activistes, mais on n'est pas non plus vindicatif. Quand on arrive à trouver des solutions, pour moi c'est parfait. Voilà, je veux dire, on n'a pas besoin forcément d'étaler l'enfant dans la presse. Je veux dire, j'appelle le rectorat, on trouve la solution et c'est tant mieux, on est tous contents. On a réglé un problème, le rectorat on est ravi souvent, moi j'en suis ravi, la maman on est ravi, on en reste là. Seulement là, on se retrouve, on fonctionne comme ça depuis l'année dernière. Et là, pour la première fois, je vous dis honnêtement, c'est la première fois que ça arrive, je me retrouve à appeler des rectorats qui me disent « Mais Monsieur Duval, poursuivez-moi au tribunal ». Ils me disent « Poursuivez-nous, faites des référés liberté et le ministère nous donnera les budgets nécessaires à chaque fois que vous les ferez condamner. » On en est là. Et moi, j'ai pas envie de le faire. Voilà, parce qu'en même temps, j'ai des gens face à moi qui sont de bonne volonté, qui aimeraient faire, mais qui ne peuvent pas faire. Encore ce matin, j'ai eu Madame Dorien qui est responsable à SH ici, qui m'expliquait son souci n'est pas seulement le manque de moyens, c'est le fait qu'on recrute n'importe comment. Je l'appelais pour le problème d'un petit garçon, Marley, qui n'a pas d'AVS. Donc le recrutement de l'AVS a pris très longtemps. Donc l'AVS devait signer son contrat le 15 septembre. Déjà, ce qui est anormal. La rentrée tombe le 4 septembre. L'AVS n'est pas venu. Voilà, l'AVS n'est même pas venu, n'a pas prévenu. Donc là, cette dame me disait, à l'heure actuelle, je n'ai plus de moyens. Alors cette dame va prendre l'AVS d'un autre gamin pour la donner à ce petit garçon. Parce que cette maman qui m'a appelé est passée à la télé. Vous voyez, donc ce gamin qui n'a pas la chance d'être passé à la télé, lui va perdre son AVS. Donc on va déplacer le problème. Et on se retrouve, vous savez, quand une AVS elle est malade, le gamin ne va pas à l'école. Il n'y a pas de remplacement. Mardi, l'AVS de mon fils a été malade, il n'y a pas de remplacement. Si elle est malade pendant un mois, mon petit garçon n'ira pas à l'école pendant un mois. Donc c'est des choses qui, parce que le personnel il tourne, il y a un turnover mais impressionnant au niveau des auxiliaires de vie scolaire, parce que et de un c'est des gens un peu que Pôle emploi force à prendre ses emplois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est des gens qui s'imaginent que c'est facile et qui se rendent compte sur le terrain. Moi, il m'arrivait de conduire mon petit garçon à l'école, de me trouver confronté à une auxiliaire de vie scolaire qui m'a demandé ce que mon enfant avait comme pathologie. Je lui ai dit, il est autiste. Elle m'a dit, vous pouvez m'expliquer l'autisme. Je ne peux pas expliquer l'autisme à une auxiliaire de vie scolaire en 5 minutes en déposant mon enfant. Voilà, le problème il est là. Les 60 heures de formation dont on parle, ce ne sont pas des formations, c'est des journées d'information multi-handicap. En 60 heures, vous ne pouvez pas survoler tous les handicaps. Les auxiliaires de vie scolaire, pareil, ne sont pas réservés à... On n'a pas d'auxiliaire de vie scolaire spécialisé. Donc une auxiliaire de vie scolaire peut gérer, elle gère parfois... handicap moteur comme du... Voilà, donc il n'y a pas de... L'autisme est quelque chose de particulier, la trisomie aussi, etc. Donc le souci il est là. Vous pouvez avoir les AVS, essayent de se former par elles-mêmes, mais elles n'y arrivent pas. Et au bout d'un moment, elles jettent l'éponge. Maintenant que vous soyez en contrat aidé ou en AESH, vous percevez le même salaire. Voilà, et vous êtes sous des contrats de 1 an. Donc ça n'avance pas vos trucs, et tous les ans, on refait signer les contrats à tout le monde. Moi, la dame que j'ai eu tout à l'heure me disait, Monsieur Duval, je suis devenu une gratte-papier, je passe mon temps à recruter des gens et à faire signer des contrats. Et elle me dit, quand il y a un souci dans une école, j'ai pas le temps de me déplacer. Elle me disait, j'ai pas entendu parler de ce petit garçon Marley parce que effectivement, j'ai une pile de dossiers sur mon bureau et j'ai pas le temps non plus de les consulter parce que j'essaye de
voilà, de régler les situations au fur et à mesure, et j'ai tellement beaucoup de situations à régler que je n'y arrive pas. Voilà, donc il arrive à un moment, je pense que plutôt que chercher des solutions à long terme, d'organiser des réunions qui vont déboucher sur des solutions de formation qui ne sont pas viables et qui ne serviront pas de suite, parce que là on est dans une situation d'urgence, je pense que le gouvernement devrait commencer à faire des recrutements qui vont dans le bon sens. Voilà, tout simplement. Il en récoltera aussi les fruits, parce que les familles attendent que ça. Moi, je ne vous le cache pas, les familles ont eu un grand espoir pour M. Macron, vraiment. Je le ressens. Là, il y a une grosse déception pour toutes ces familles qui se retrouvent en galère. Et voilà, nous, on attend un geste. Voilà, honnêtement, on attend un geste. Nous, on est venu chercher des réponses. Là, tout à l'heure, je vais devoir m'exprimer à tous ces gens. J'ai des milliers de personnes qui attendent que je leur dise, là je suis sorti du ministère de la Santé, on m'a dit, monsieur Duval, on va réfléchir. Je me vois mal dire ça aux parents, honnêtement, je ne peux pas dire aux parents, on va réfléchir, c'est pas une réponse à leur donner, on va faire une réunion en octobre, c'est pas une réponse que je peux leur donner, voilà, je n'ai aucun engagement, je ne peux pas demander aux parents de sacrifier leurs enfants en attendant que les choses se fassent. Voilà, là on est depuis 2005 quand même, on parle de la loi de 2005, ça fait 12 ans. Je pense que là on voit que ça ne marche pas, ce système d'AVS ne fonctionne pas, il ne fonctionnera jamais, on le sait tous, ça fait 12 ans que ça dure. Si les AVS devaient être en CDI un jour, ils y seraient. Maintenant c'est pas, ça vient pas de vous, hein, ça vient des gouvernements avant, hein, parce qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Mais voilà, si on veut régler cette situation, là, il faut la régler d'urgence, parce que là, on a des familles qui sont à bout. Il faut recruter de suite des gens formés pour pas avoir à recruter des contrats aidés, que finalement, ils vont démissionner dans un mois et nous remettre tous dans la même situation. Ce numéro handicap école ne devrait même plus exister. Il sert uniquement à gérer ces problèmes d'AVS qui sont récurrents et qui durent depuis des dizaines d'années. L'année dernière, à la même période, le 30 septembre, pour être précis, il y avait 10 000 enfants sans AVS. Cette année, et c'est des chiffres du ministère, c'est pas les miens ceux-là. Cette année, pour vous dire, s'il y a quand même 4500 familles qui ont réussi à me trouver, hein, je suis pas non plus affiché partout, c'est que la situation a plus que dérapé. Et moi je suis honnêtement très inquiet. Moi j'ai peur que des mamans font des opérations grues, parce que malheureusement c'est ce qui est ressorti dans la presse. Et qu'il y a un accident arrive, voilà, et moi j'ai pas envie de ça, honnêtement j'ai vraiment pas envie de ça. C'est la raison pour laquelle mon collectif organise ces opérations grues, on les organise, on a organisé Marseille, on a supervisé Strasbourg, hein, voilà, ça fait aussi partie de notre boulot de mettre en sécurité les parents qui veulent faire des actions, ce qui explique qu'il n'y a jamais eu d'accident. Mais là il y a tellement de monde. Moi j'ai 20 mamans là qui m'ont dit la semaine prochaine, si j'ai pas de solution, je monte sur une grue. Je peux pas gérer 20 mamans qui vont monter sur des grues. Moi j'ai peur de l'accident. Et voilà, donc et au moment où ça risque d'arriver, la presse va se poser des questions, pourquoi la sonnette d'alarme a été tirée et pourquoi personne n'a réagi. Et là on n'a pas de réaction officielle. Honnêtement, on n'a pas de réaction officielle. Et là, moi, si vous n'avez rien à me dire, je n'ai rien à dire aux parents et je serai contraint de laisser faire, parce que... moi je peux pas vous dire grand chose aujourd'hui, c'est sûr, parce que ouais. Voilà. Par contre je vais passer quelques coups de fil après pour suivre le dossier de près. Je vais essayer de faire en sorte que dès la semaine prochaine il y ait des choses nouvelles. Je peux évidemment pas vous dire plus que le ministère qui connaît mieux le sujet que moi, qui a les informations. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais appeler le ministère, je vais faire le suivi, je vais dire qu'on s'est vu, je vais leur mettre un peu la pression aussi. Et puis je vais remonter les informations au président, parce qu'il tient évidemment à ce sujet particulier. Mais là, on est dans un déferlement médiatique, je vous cache pas, j'ai tous les médias qui... Non, mais j'ai bien compris. Voilà, et franchement, moi... pour tout vous dire, hein, je suis honnête, hein, ça m'amuse pas, honnêtement, j'aime pas. J'ai 2 petits garçons autistes à gérer, avec leur prise en charge, les journalistes me dérangent tout le temps. Maintenant, je suis aussi content que la presse s'y intéresse, parce que c'est une façon aussi de tirer la sonnette d'alarme. Mais voilà, moi je suis pour me dire, il est temps qu'un vrai dialogue s'installe avec des gens qui nous représentent vraiment. Voilà, l'UNAPI, toutes ces associations à qui on distribue des milliards d'euros. Ne représentent plus personne à l'heure actuelle. D'ailleurs, on ne les entend pas, bizarrement. Vous pouvez regarder la presse, vous ne les entendez pas tirer la sonnette d'alarme. Pourtant, la situation, elle est réelle.
Donc ces gens ne nous représentent pas et c'est ces gens qui viennent ici, dans les ministères, qui prennent des décisions pour ces parents qu'ils n'ont pas rencontrés depuis tellement longtemps qu'ils ont du mal à se rappeler c'est quoi un parent. On a vraiment l'impression qu'ils sont déconnectés. Et voilà, je pense qu'il est temps de mettre en place quelque chose aussi à ce niveau-là où des parents lambda pourraient avoir l'occasion de faire des retours. Voilà, il faut savoir que moi j'ai des... C'est important ça aussi en effet. Voilà, c'est important parce que M. Macron, moi j'ai trouvé très intéressant quand M. Macron a parlé de la société civile. Voilà, maintenant la société civile, on sait tous que quand on est à la tête d'une association qui gère 3500 structures, on est très loin du terrain. Voilà, tout simplement parce que c'est gigantesque à gérer. Mais voilà, maintenant je comprends, Madame Cluzel a une fille handicapée. Je ne dis pas forcément que c'est la mauvaise volonté de Madame Cluzel. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Honnêtement, j'aimerais... Les gens vont être d'autant plus exigeants avec elle. Non, bien sûr. Voilà, maintenant, moi, j'aimerais comprendre. Maintenant, je vois à chaque fois que Madame Cluzel publie sur les réseaux sociaux, je vois des hordes de parents qui déferlent. Ça commence à être très problématique pour elle. Je vois aussi que certains comptes des réseaux sociaux de certaines personnes de son cabinet sont piratés par des parents mécontents. Donc voilà, ça montre la colère de ces gens-là. Je vais faire le suivi, je vais passer coup de fil tout de suite. Voilà. Bon, en tout cas, je comprends. Enfin, je comprends bien tous vos messages. J'imagine que c'est pas simple du tout, donc voilà, je vais essayer de faire le maximum. Après que ce soit moi ou Estelle, pour rien vous cacher, pour moi tout va bien. Hein. Je vous dis honnêtement, depuis que je suis monté sur une grue, vous imaginez pas, place de Cessate qui sont tombés du ciel, mon complément est repassé à un stade normal, on respecte de nouveau mes droits, mes enfants vont à l'école avec des auxiliaires de vie scolaire formés en CDI, ce qui est très rare en France. Donc pour moi j'ai pas de problème. Estelle pareil, elle est montée sur une grue, elle a plus de problème. Vous savez, tous les gens que je fais monter sur une grue, on les embête plus. Mais ça ne devrait pas arriver. Il y en a d'autres derrière. Voilà, il y en a d'autres derrière. On ne va pas passer notre vie à faire monter des gens sur des grues. Je veux dire, moi, ça, voilà, et la mise en danger de gens, parce que au ministère de la Santé tout à l'heure, Madame Magnan m'a dit, Monsieur Duval, vous êtes irresponsable. Non, je ne suis pas irresponsable. Ce n'est pas moi qui suis irresponsable. Ce n'est pas moi qui laisse ces familles dans ces situations. Ce n'est pas moi qui ai fermé la ligne handicap-école parce qu'on ne veut pas répondre aux gens qui n'ont plus de moyens. Ce n'est pas moi qui n'ai pas donné de moyens au rectorat. Moi, je fais que essayer d'aider ces familles et de limiter la casse. Voilà, c'est tout ce que je fais. Moi, j'ai aucun intérêt à le faire. Je ne gagne pas d'argent. Je n'ai pas de poste officiel. Ma vie, je vis comme tout le monde, hein, comme tous les parents d'enfants handicapés. Hein, je vis avec le RSA. Il ne faut pas se leurrer, hein, parce que c'est aussi à ça qu'on arrivait, moi qui étais chef d'entreprise quand même, c'est à ça que j'en suis arrivé, parce qu'avoir des enfants handicapés en France, c'est ça qui nous arrive. Estelle avait un poste très haut placé aussi, elle a dû tout abandonner. Voilà, moi je vis tous les jours dans la précarité, je vis pour mes enfants, je me prive pour mes enfants, je me bats tous les jours, j'ai mon deuxième DPH, il fait cette taille-là, hein, mes enfants ont que 9 ans. Voilà, il arrive un moment, il faut vraiment que les choses se fassent, qu'on simplifie tout ça, il faut simplifier, notification d'auxiliaire de vie scolaire, on n'a pas besoin d'un DPH pour l'avoir, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Code de l'éducation nationale, chaque enfant doit être scolarisé avec les moyens nécessaires à sa réussite, l'école décide, et voilà, et c'est réglé. Merci. Voilà. Merci beaucoup et bon courage. Ah ben, En tout cas, vous en avez. Enfin, le courage, il va changer de camp. Je pense que nous, on n'a plus besoin de courage. Le courage va être de votre côté, parce que si rien ne bouge, vous allez vous retrouver au milieu d'un bordel pas possible, je vous le dis, honnêtement. Moi, je vais tout simplement expliquer qu'on a été reçu, qu'on n'a pas obtenu de réponse concrète, que ça va être transmis, et voilà, et on va attendre quelques jours, et je vous dis fin de semaine prochaine, grand maximum, on organisera une opération dans toute la France, et vous aurez 20 mamans sur des grues, parce que si on ne nous laisse pas le choix, on le fera, et ce sera que mérité. Je pense que Monsieur Macron et Madame Macron, qui est très proche de l'autisme, qui connaît le sujet, comprendra tout à fait que ce genre de choses peut arriver. Voilà, tout simplement. J'espère que Monsieur Macron sera informé de la situation, et voilà. Voilà. Ce qu'on vous demande, en tout cas, à votre niveau. Je suis désolé que vous ne comptez plus de toute façon. C'est pas grave. On est plus Voilà. quelques jours près. On est venu délivrer juste le message. Voilà. Vous avez raison.